Hey, salut les baroudeurs, bienvenue dans ce vlog. Alors je vous préviens tout de suite, je suis une limace et la raison est que je suis en train de jeûner, je n'ai pas mangé depuis 6 jours. Il y a 3 raisons à ça, l'une spirituelle qui n'est pas la principale, la seconde pour entretenir ma santé et puis la troisième, puisque comme vous le savez j'aime bien me mettre en condition lorsque je vous fais des vidéos et puis vous faire une vidéo sur un truc concret que je suis en train de vivre sur le terrain. Et bien je suis en train de vous préparer depuis un moment déjà une vidéo, voire même 2 vidéos sur le jeûne et la randonnée, le jeûne et l'aventure, et puis quel intérêt pour représenter le jeûne pour la survie. Bref, c'est pas le sujet de ce vlog, mais voilà, s'il y a des longueurs c'est dû à ça. Et j'ai aussi le nez qui coule et les yeux qui coulent parce que je suis en train d'éliminer à fond. Et pardon. Et le sujet de ce vlog, c'est la sécurité et la préparation pour l'aventure. Ça fait environ... Oh, je suis soufflé déjà. Ça fait environ une année que j'ai quelques pensées sur le sujet. Parce que j'étais assez fan de regarder une playlist sur YouTube qui s'appelle Cave Gone Wrong, et dans laquelle un Américain ou Canadien, je ne sais pas, fait des vidéos, fait le récit d'explorations spéléo qui ont mal tourné et dont le plus souvent l'issue a été fatale. Alors c'est un peu glauque, mais moi ça m'intéressait beaucoup du coup en tant que baroudeur, parce que la spéléo c'est une pratique pluridisciplinaire. Les gens qui font de la spéléo, qui ont de l'expérience là-dedans, sont amenés à faire de l'escalade aussi, à faire du rappel, parfois même à faire du bateau ou du canoë sur des rivières ou des lacs souterrains. Et puis, alors là c'est encore un monde à part, mais certains sont même amenés à faire de la plongée en spéléo. Et tout ça fait que dans une playlist où les explorations ont mal tourné dues à des erreurs, c'est toujours intéressant en fait de voir quel genre d'erreurs reviennent, sont récurrentes. Et puis il peut y avoir du coup des principes ou des leçons à en retirer et qu'on va pouvoir peut-être éventuellement appliquer dans notre pratique à nous. Et donc moi c'est ce qui m'intéressait, de façon à toujours me perfectionner. Et donc si j'ai ça en tête depuis un an, c'est parce que dans l'un de ces épisodes, il y avait un baroudeur russe. Et donc voilà, c'était l'histoire d'un baroudeur et non pas d'un spéléologue expérimenté. Et c'est un baroudeur russe qui s'était mis en tête d'aller explorer la grotte la plus profonde des États-Unis ou bien du Canada, je ne sais plus. Et il a pris une année pour se préparer. Donc au bout d'un an, il est parti explorer la grotte. Et 6 mois plus tard, il y a une équipe de spéléologues pro-russes, pas pro-russes mais professionnels russes, qui est venu pour retenter une exploration jusqu'au bout de la grotte, puisque comme je vous ai dit, c'est la grotte la plus profonde des États-Unis ou du Canada, et donc c'est une grotte qui nécessite de s'arrêter et de monter un camp à différents paliers pour dormir et puis poursuivre l'exploration le lendemain. Donc si vous voulez, c'est un peu l'Everest à l'envers. Et donc en principe, ce genre de grotte, c'est quelque chose qui se fait en équipe, et le genre de projet sur lequel on travaille, les gens travaillent en équipe et se livrent à une très longue et sérieuse préparation. Et donc lui, ce baroudeur russe était parti tout seul. Et donc cette équipe de spéléologues pro-russes, en arrivant sur site, a vu une corde, tout simplement, qui descendait dans la grotte, et puis ce qui en général n'est pas bon signe. Et quand ils sont descendus dans la grotte, et ça n'a pas manqué, ils ont trouvé ce baroudeur russe mort au fond de la grotte. Alors moi quand ils ont dit pourquoi ce baroudeur était mort au fond de la grotte, je suis tombé de ma chaise.
Alors, d'abord ils ont dit, voilà, il n'a pas réussi, il est resté bloqué, il n'a pas réussi à remonter. Et moi je me suis imaginé, bon, il a dû rester coincé dans un goulot, je sais pas les termes techniques dans les grottes, hein, un goulot, un genre de goulot d'étranglement. Et puis le sol, les parois, tout était lisse, glissant, peut-être boueux, humide. Il n'a pas trouvé de prise pour s'en extraire, il est resté coincé là-dedans, mort d'hypothermie et d'épuisement. Mais il semblerait que non, d'après ce qu'ils nous ont dit, ce baroudeur russe est mort parce qu'il n'avait pas d'ascendeur. Et donc c'est ça qui m'a fait tomber de ma chaise pour un baroudeur, puisqu'un ascendeur, voilà, ça fait partie du matériel que tout le monde apprend dans l'univers de l'escalade et du rappel. Et donc c'est très étonnant qu'un baroudeur, donc qui a déjà de l'expérience dans son domaine, en se documentant pendant une année pour préparer une exploration de grotte, n'ait pas découvert l'existence des ascendeurs. Ça serait vraiment une préparation très amateur, superficielle et peu consciencieuse. Donc ça c'est le premier point. Et puis second point, en tant que baroudeur, en principe on connaît quand même un peu les principes de la survie. Je ne sais pas s'ils appliquent ça dans l'escalade et le rappel, mais je pense que oui. Peut-être pas de cette façon-là, mais en survie, on sait que 2 c'est 1 et 1 c'est 0. Quand on a un équipement dont notre vie dépend, si on en emmène qu'un et qui pète, bon, ben, on a foutu notre vie en l'air. Donc si c'est un truc qui ne prend pas trop de place dans notre sac à dos, on va pas en emmener deux, quoi. Un sac à dos sur le ventre, un sur le dos, ça fait un peu de trop. Mais quand il s'agit d'une petite pièce d'équipement et que votre vie en dépend, que c'est pas lourd, que ça coûte rien d'en emporter, à ce moment-là, on en prend un deuxième. Parce que s'il y en a un qui pète, ou s'il nous glisse des mains, ou quoi que ce soit, ben, on n'est pas bloqué, quoi. Parce que c'est même pas exclu, je sais pas, qu'en réorganisant le matériel en bas du rappel, à un moment donné, ça lui glisse des mains ou quoi que ce soit, ça tombe dans une crevasse, un truc où il peut pas aller le chercher, et puis ça y est. Donc ça, c'est encore un second point qui est assez surprenant concernant cet accident. Et puis... en réalité, je suis doublement tombé de ma chaise parce que, en tant que baroudeur, il était censé avoir des connaissances de baroudeur, et donc en réalité, il n'est pas mort au fond de cette grotte parce qu'il n'avait pas d'ascendeur. Il est mort au fond de cette grotte parce qu'il ne savait pas faire un nœud. En l'occurrence, il ne savait pas faire un nœud de mâchard ou un nœud dans la catégorie des nœuds de mâchard, c'est-à-dire des nœuds coulissants, bloquants, dont le nœud français et le nœud de prussique. Et ça, je pense que c'est des connaissances aussi les gens qui font de l'escalade et du rappel en principe maîtrisent ces nœuds-là. Et quand on fait un rappel, en général, on ne descend pas une main dans la poche. On emmène, on a un peu de matériel en rab, quelques boots, et puis je ne sais pas comment ils appellent ça en escalade, enfin des boucles de sangles ou de cordes, et puis quelques mousquetons, quelques trucs en plus, quoi. Et imaginons qu'il n'avait pas ça, qu'il est descendu sans aucun matériel. En tant que baroudeur, ça veut dire qu'il n'avait pas de couteau, il n'avait pas de briquet. Ça veut dire que la chambre dans laquelle il est arrivé était lisse, et ça veut dire qu'il n'a pas trouvé non plus une pierre qui traînait. Parce que avec un couteau, un briquet, une pierre qui traîne par terre, ou un morceau un peu rugueux de roche sur une paroi, ou un morceau un peu saillant, il pouvait user sa corde pour en détacher 2 morceaux, de façon à se constituer 2 nœuds de mâchard, et puis il s'en attachait un à la ceinture, il utilisait l'autre comme pédale, et puis il pouvait réascensionner sur sa corde. Et donc dans mon histoire, tout ça pour dire, voilà, c'est en partant de ça, en fait, c'est un prétexte pour réfléchir, se remémorer quelques principes de base pour la préparation à l'aventure et la sécurité à l'aventure. Et un premier principe, c'est de jamais sous-estimer en fait les connaissances de base qu'on apprend dans le baroudage. C'est-à-dire que ce baroudeur, en l'occurrence, voilà, si on imagine que ça soit passé comme ça et qu'il avait son rappel disponible et qu'il n'ait pas réussi à remonter parce qu'il n'avait pas d'ascendeur, eh ben, il aurait su faire un nœud de prussique pour tendre son tartre sur sa fêtière, et ben, il aurait pu remonter avec 2 nœuds de prussique. Donc, parfois dans le baroudage, dans la rando, etc., il y a des petites connaissances comme ça qui n'ont l'air de rien,
parfois on se dit ouais c'est un peu surfait, c'est vrai que son tarp en fait en réalité on pourrait le monter sans faire de nœud de Prusik en utilisant d'autres méthodes. Mais voilà, c'est des choses en fait qui semblent insignifiantes et qui en réalité ont plein d'autres usages et qui voilà dans certains cas peuvent même aller jusqu'à nous sauver la vie. Donc il ne faut pas négliger en fait les connaissances de base qu'on apprend comme ça. Et puis il faut, ça c'est un premier point, un second point, il faut penser en fait à les diversifier aussi également. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a acquis des connaissances, par exemple dans les nœuds, on veut faire un fagot de bois, on va faire un tour avec la ficelle, on va faire un nœud de plein point pour faire une poignée, ou voilà quand on veut tendre son tarp avec une ficelle et puis mettre une sardine, on peut faire un nœud de plein point avec une boucle, faire une boucle avec un nœud de plein point. Nœud de plein point, il ne faut pas une vie pour le maîtriser quoi. Donc une fois que c'est bien assimilé, il faut prendre conscience un peu de l'état de nos connaissances et puis faire ce pas, de se dire ok, bah, je vais changer de méthode pour telle ou telle chose et puis passer sur une technique un peu plus avancée, peut-être un peu plus compliquée à faire, qui prend un peu plus de temps, qui est surfaite peut-être pour l'usage qu'on va en avoir, mais qui va nous permettre, nous, de driller, de répéter une connaissance qui va diversifier nos outils pour l'aventure et qui va nous permettre, qui va nous rendre capables de nous adapter à une plus grande diversité de situations. Quand on connaît une boucle fixe, on va chercher ensuite des boucles fixes qui dans leurs usages, vont avoir des applications différentes, parce que chaque nœud a des caractéristiques propres, et du coup, dans le cas par exemple, un nœud de plein point, on peut l'utiliser comme une poignée, mais on ne va pas pouvoir l'utiliser pour un rappel, pour se passer ça autour du corps et porter son poids de corps avec. C'est un nœud qui n'est pas fait pour. Tandis qu'un nœud de chaise, alors pour planter sa sardine, ça va être plus long à faire au début. Après, avec l'habitude, une fois qu'on le drille et qu'on le drille et qu'on le drille, on va finir par le faire tellement machinalement qu'en fin de compte, ça ne va pas prendre plus de temps qu'un nœud de plein point. Mais par contre, le nœud de chaise, c'est un nœud avec lequel on va pouvoir se suspendre. Il porte son nom de chaise. On peut vraiment se passer dedans et c'est un nœud qui ne va pas glisser et se défaire avec notre poids de corps. Donc ça c'est un truc important aussi, diversifier nos connaissances. Une fois, il faut faire le point, un bilan de compétences en quelque sorte, et puis voir, ok, ça c'est maîtrisé, donc ça, est-ce que je peux passer, est-ce qu'il y a une autre technique que je pourrais apprendre, un autre savoir que je pourrais apprendre pour remplacer ça, et qui va me permettre de diversifier ma palette de connaissances pour faire face à plus de situations. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, je vais trouver un point de bivouac. Et je suis dans la brume. Le temps que je monte mon bivouac et puis la nuit commençait à tomber, donc c'était trop tard pour terminer cette vidéo hier, donc je la termine aujourd'hui. Et puis voilà, il semblait peut-être pas hier parce que j'étais juste en mid-layer, mais il fait à peu près 4 degrés et puis un 4 degrés humide puisque je suis dans la brume. Et puis je vais terminer cette vidéo, voilà, on fait une petite marche et puis je pense que je vais changer la vue au cas où je dérange quelques cervidés et puis qu'on puisse voir courir à l'écran. Et donc je vais aller explorer, remonter en haut et puis explorer un layon qui part par là et que j'ai pas encore exploré. Troisième point, c'est faire checker ses connaissances et ses équipements, en particulier quand on se forme seul par internet. Donc voilà, c'est une problématique très actuelle, très répandue de nos jours, où toute la formation est accessible par internet. On n'est plus forcé de s'inscrire dans un club pour apprendre une discipline, et donc on n'a plus l'encadrement de gens expérimentés. Et sur internet, voilà, les erreurs sont aussi accessibles, les fausses informations sont aussi accessibles, autant accessibles que les bonnes. Et en tant que débutant, on va pas savoir faire le tri. Donc quand on se forme, quand on se prépare pour une aventure, voilà, il faut à un moment donné faire checker ses connaissances, faire un bilan de compétences, de connaissances, et faire checker ça avec quelqu'un d'expérimenté qui va pouvoir valider le truc. Quatrième point, il faut répéter, il faut s'entraîner, il faut driller.
quand on prévoit de faire quelque chose, tout ce qu'on peut faire pour simuler cette aventure et les situations qu'on va y rencontrer, il faut le faire parce que c'est ce qui va permettre de voir en amont ce qui risque de poser problème ou de ne pas fonctionner. Et donc en l'occurrence, ce baroudeur russe, admettons qu'il n'avait pas découvert l'existence des ascendeurs, en testant à partir de la branche d'un arbre ou de son balcon, il se serait aperçu de façon sécurisée à un moment donné qu'il lui manquait un truc pour remonter. Donc ça, c'est l'intérêt de s'entraîner, de répéter, de driller, d'essayer de mettre en pratique ce qu'on va faire à l'aventure, mais dans des conditions qui sont sécurisées. 5e point, il faut faire des checklists. Et alors quand on débute, c'est un truc très important, les checklists, puisqu'on débute, on est sujet à pas mal d'oubli, mais c'est pas uniquement un truc de débutant, contrairement aux apparences. Plus on est expérimenté et plus on va faire des aventures ou des expéditions engagées dans lesquelles le moindre oubli, la moindre erreur risque de mettre notre vie en danger. Et donc, plus on est expérimenté, plus on va aussi faire des checklists. Donc c'est un truc indispensable. Et en l'occurrence, encore une fois dans cet exemple, s'il avait un ascendeur dans sa checklist, il ne l'aurait pas oublié dans son sac. Je termine cette série par un dernier point et un autre exemple. Avant l'été, on m'a demandé quelle taille de tarp utiliser pour 2 personnes pour de la rando en haute montagne. Alors il n'y a pas de réponse personnelle, je ne connais pas du tout cette personne, comment elle s'était renseignée, quelle est son expérience, ni quoi que ce soit, mais voilà, j'utilise ça pour, encore une fois, illustrer ce dernier point. Je pars du principe que si la personne me demande quelle taille de tarp utiliser pour 2 personnes, c'est qu'elle n'a pas suffisamment d'expérience déjà sur l'usage du tarp en solo, puisque quand on a beaucoup utilisé ou suffisamment utilisé le tarp en solo, on commence à avoir quand même une bonne idée de quelle taille de tarp il va falloir pour 2 personnes, de façon à être abrité en cas d'intempérie, y compris avec du vent. Et donc ça indique que cette personne potentiellement peut-être manquait d'expérience pour partir comme ça. Et haute montagne, ça pose 3 problèmes. Haute montagne, les arbres sont rares, mais on trouve quelques sapins, plus ou moins, selon l'altitude, selon la région, on va trouver plus ou moins d'arbres, mais potentiellement, il y a des possibilités de ne pas trouver d'arbres du tout, ou bien d'en trouver quelques-uns, mais qui traînent par-ci par-là, qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas au bon endroit, qui n'ont pas une petite plateforme d'herbe plate où monter son tarp. Et puis en trouver 2 bien disposés pour attacher une faîtière, ça va être compliqué. En trouver un, il y a les branches, et donc on va souvent pas avoir une faîtière suffisamment longue pour dégager le tarp hors de l'envergure des branches. Donc ça c'est premier point. Et second point, haute montagne, très souvent on va avoir affaire à de la caillasse et à des dalles rocheuses, et même si on a un joli tapis d'herbe, parfois on plante la sardine et 3 cm en dessous, ça se plante plus. Ce qui veut dire qu'une personne potentiellement, encore une fois je prends ça comme exemple, je ne sais pas du tout si c'était son cas ou pas, je ne sais pas quelle expérience cette personne avait, mais potentiellement il y a une possibilité pour que la personne parte en montagne avec un tarp et se retrouve, du fait de l'absence d'arbres, contrainte de monter son tarp avec les bâtons de randonnée, ce qui en général est le cas, et donc de faire les montages de tarp les plus techniques. Donc elle part avec une expérience insuffisante déjà du tarp en solo, à devoir faire des montages en duo, les montages les plus techniques, et faire tenir ces montages les plus techniques avec des sardines qui potentiellement ne vont pas se planter. Donc ça pose pas mal de problématiques. Et puis tout ça, pour arriver à ce 6e point, en fait il y a même 2 points dans cette histoire, qui est l'évaluation des risques. C'est-à-dire que si on emmène un tarp, c'est pour faire face à un risque. Si on est sûr à 100% qu'il n'y a pas de risque de pluie ou qu'on ne va pas avoir besoin de tarp, qu'il n'y a pas un risque face auquel, pour y faire face, on a besoin d'emmener un tarp, je vais y arriver, à ce moment-là, on n'en emmène pas. Si on emmène un tarp, c'est parce qu'on estime que même si on essaie de partir, de faire son aventure, quand les probabilités que ce risque se produise sont au plus bas, on estime quand même que ce risque, il peut arriver, il n'est pas nul. Et donc il faut emmener un truc qui soit approprié pour faire face à ce risque de façon correcte. Et
ne pas sous-évaluer en fait le risque, parce que oui, comme ça se produit une fois tous les X temps, ou c'est arrivé une fois tous les 1 millier de personnes, du coup la probabilité est faible, donc je vais réduire le poids de mon truc, je vais lui enlever les fonctionnalités, etc. Comme ça je peux toujours dire que je l'aime, mais en réalité le truc il est plus approprié pour faire face au risque. Donc ça c'est un point très très important et très répandu, en particulier dans l'ultralight, c'est presque une norme, je dirais. Les gens partent avec des trucs qui ne sont pas appropriés pour faire face aux risques qu'ils prennent, parce qu'ils veulent avoir le truc le plus léger. Alors ça fonctionne tant que le risque ne se produit pas, et puis quand ça se produit, ben, ils n'ont pas un truc approprié pour faire face aux conditions météo dans lesquelles ils sont engagés, quoi, auxquelles ils avaient le risque d'être confrontés. Donc ça c'est un truc auquel il faut faire super attention et qu'il faut conscientiser. Donc avec les montages les plus techniques et les plus fragiles, avec les bâtons de rando et des sardines qui se plantent pas, monter son tarp dans les endroits où potentiellement, en cas où la météo tourne mal, il va y avoir des vents à 60 km/h. Et si en plus, j'en arrive donc à mon dernier point pour conclure cette vidéo, elle est influencée par Instagram, les réseaux sociaux, et qu'elle a vu ces jolies photos de tarp en dinéma montées sur la crête d'une montagne avec le soleil couchant et les couleurs orangées qui passent au travers du tarp, et que du coup ça éveille des désirs en nous, et si on n'est pas expérimenté, on ne sait pas que c'est du flan, et on va aller essayer de faire la même chose et chercher la même photo pour amener ça à ses amis, vivre ce moment magique dont on a rêvé, qui nous a fait rêver sur Instagram. Et donc si en plus de ça, cette personne va planter son tarp comme ça sur la crête d'une montagne, et puis que le vent se lève, qu'un orage se lève dans la nuit, et bien voilà, son tarp va tout simplement s'envoler. Alors soit elle va rester le restant de la nuit à tenir son tarp dans le vent, et puis sinon le tarp s'envole, et puis elle va faire la crêpe saucisse dans le tapis de sol jusqu'au petit matin. Et puis là, les influenceurs se gardent bien de vous poster des photos au petit matin. D'où la raison pour laquelle vous voyez que des jolies tarpes avec les couleurs du soleil couchant au travers, tarpe en dinéma, et puis tu as le rose du soleil couchant qui passe au travers, c'est magnifique. Mais quand ils sont pris l'orage sur la figure, et puis qu'ils ont les cernes comme ça le matin, qui sont trempés, qui sont en train de redescendre en tremblant de leur montagne, ils se gardent bien de mettre les photos. Donc, dernier point, attention aux réseaux sociaux, à l'influence des réseaux sociaux, et c'est pas parce que vous voyez un truc en photo que ça a été que c'est viable en fait sur le terrain. Et il faut bien prendre conscience que alors plus sur Instagram que sur YouTube, mais il y a des gens qui montent à la montagne, ils plantent leur tarp ou leur truc en dinéma. Et en fait, ils sont montés avec le téléphérique, t'as 50 personnes autour, et ils plantent ça devant tout le monde, ils font leurs photos, et puis ensuite ils redescendent. Et ils en ont rien à faire qu'il y ait 50 personnes. Eux, ce qui les intéresse, c'est de faire marcher leurs réseaux sociaux avec des belles images pendant leurs vacances d'été. En général, voilà, ça va pas être des gars qui font ça à temps plein sur YouTube ou sur Instagram, ça va être des gens dont qui sont pas en train vraiment de partager leur expérience de la rando, mais qui, voilà, dans le cadre de leur vie personnelle, de leurs activités personnelles, qui partagent à longueur d'année sur les réseaux sociaux. En été, ils veulent montrer qu'ils font de la rando, et puis ils vont aller faire ce genre de trucs, et puis dans le lot, voilà, quand tout ça sort dans les résultats de recherche sur internet pour des débutants, ils sont pas forcément à même de faire la distinction en fait entre ce qui est vraiment fiable et ce qui ne l'est pas. Voilà, donc c'était 6, voire 7 points, on va dire 7 points, c'est plus sympa le chiffre 7. Les 7 points de la préparation et de la sécurité pour l'aventure et la rando, le trek, les expéditions, pour tout en fait, pour la vie outdoor. J'espère que cette vidéo, ce vlog vous a plu, et puis je vous dis à une prochaine. Et j'en profite, puisque j'ai parlé du jeûne dans ce vlog, qu'il va y avoir les vidéos sur, je pense 2 vidéos sur le jeûne et la rando jeûne et aventure qui vont sortir. Et puis également cet exemple là du tarp en montagne, il va y avoir bientôt aussi une vidéo sur les situations où je ne recommande pas le tarp, puisque au travers de ma chaîne donne l'impression qu'on peut utiliser le tarp partout, n'importe quand, dans toutes les conditions. C'est pas le cas, et donc je vais développer un peu plus ce point là dont je vous ai déjà à peu près tout dit en réalité, en résumé, dans une vidéo spécifique, de façon à ce que ça soit bien référencé, bien lisible et facile à trouver sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.